On reproche souvent à la pédagogie traditionnelle de ne pas mettre l'enfant au cœur des enseignements. Pire, c'est lui qui doit s'adapter au contenu. Dans ce cas, sa contribution dans la construction du savoir est nulle. C'est la raison pour laquelle on a alors considéré que la pédagogie traditionnelle n'était pas efficace pour conduire les élèves à la réussite. Vint alors la pédagogie nouvelle dont Rousseau est l'inspirateur. La conception qu'on avait de l'enfant singe, l'élève devient l'artisan de sa propre formation. Ce n'est plus lui qui doit s'adapter au contenu des apprentissages. Au contraire, c'est l'enseignant qui doit adapter les contenus aux intérêts de ses élèves. C'est la révolution copernicienne en pédagogie. Fini donc aussi les méthodes expositives et bienvenue aux méthodes actives. Alors, question, ces méthodes sont-elles véritablement efficaces? La réponse est non selon le neuropédagogue Stanislas Dehaene. La théorie est séduisante, dit-il, mais hélas, toute une série d'études étagées sur plusieurs décennies démontrent que la plus-value pédagogique de ces idées est proche de zéro. L'auteur d'ajouter, laissés à eux-mêmes, les enfants éprouvent les plus grandes difficultés à découvrir les règles qui gouvernent un domaine et ils apprennent beaucoup moins bien, voire pas du tout. Thierry et Tenenbaum, cités par Hardy, ont conduit une méta-analyse sur la question de savoir si le maître devait minimiser ses interventions directes ou au contraire être un activateur de la classe et proposer des étayages divers et conséquents pour dynamiser les apprentissages. Leur conclusion est claire. La découverte non assistée ne provoque généralement que peu d'apprentissage. Les pratiques d'enseignement devraient être fondées sur des situations construites pour aider les apprenants à comprendre et à atteindre un objectif d'apprentissage précis ou sur des activités qui leur demandent d'expliquer leurs propres idées. Les avantages du feedback, des exemples concrets de l'étayage et des explications fournies par l'apprenant doivent être compris comme un besoin plus général de l'apprenant d'être dirigé et redirigé. L'activité de découverte non guidée est trop ambiguë pour permettre aux apprenants de dépasser la simple activité et de fonctionner au niveau de constructivisme attendu. C'est certainement ce qui vient d'être dit qui a conduit plusieurs spécialistes de l'éducation à conseiller de ne pas définitivement tourner le dos à la pédagogie dite traditionnelle. Certes, l'apprenant doit être actif, mais cela ne veut pas dire que l'enseignant doit renoncer à la démonstration. En clair, comme le recommandent les théoriciens de la pédagogie explicite, l'enseignant doit d'abord faire du modelage, c'est-à-dire faire une démonstration avant d'enchaîner par la pratique guidée. Il terminera par une pratique autonome par les élèves. Le principal enseignement à tirer de ce débat est que pour être efficace, l'enseignant ne doit pas poser des cloisons étanches entre les différentes méthodes pédagogiques.